Bonsoir et bienvenue à ce décryptage dans Grand Angle. La Saint-Valentin, considérée comme la fête de l'amour, avec le reportage que vous venez de suivre, qui est célébré chaque 14 février de chaque année. Et en fait, cette fête nous sert de prétexte pour parler de l'amour, pour parler de la vie de couple, pour parler du mariage au Sénégal. Et pour parler de tout cela, nous accueillons sur ce plateau professeur Aboussi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychiatre, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et bienvenue à ce plateau de décryptage. Merci beaucoup. Je vous remercie pour cette invitation, pour l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs et téléspectatrices et puis aussi saluer l'ensemble de vos techniciens qui vous accompagnent. La Saint-Valentin est considérée comme le jour où on fête l'amour. Vous, en fait, en tant que psychiatre, comment définissez-vous l'amour? Oui, d'abord, me permettez de railler un peu les gens, de dire qu'on ne doit pas fêter l'amour un seul jour. L'amour, c'est quelque chose qui doit se gérer, qui doit se fêter tous les jours. Bon, alors maintenant, oui, les gens ont décidé de dédier un jour à l'amour. Alors, juste peut-être un extrait de Freud, donc dans ses écrits qu'il a échangé avec Fénichel. Il disait qu'au plus profond de son amour, l'amoureux va dire que la vie de l'autre vaut plus que sa propre vie. C'est-à-dire, c'est une sorte, du point de vue psychopathologique, c'est un peu cet aspect de sentiment océanique qu'on voit sur chaque être humain et qui se continue et qui fait qu'on projette quelque chose de soi sur l'autre et qui fait qu'on va aimer ce qu'on projette, c'est-à-dire ce qu'on met sur l'autre. Et peut-être ce sentiment que Freud un peu rapproche à l'amour. De façon très basique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être amoureux parce qu'on va voir quelque chose qui représente quelque chose chez nous sur l'autre. Parce que la relation à l'autre, notamment une projection de quelque chose de soi sur l'autre. Ça peut être l'image paternelle, l'image maternelle, donc des choses qu'on a gardées et qu'on projette sur le ou la partenaire et qui vont faire qu'on va aimer ça. Et donc on va dire qu'on est amoureux de cette personne. En fait, l'amour, quelle est sa place au sein de la société, dans la vie d'une personne, dans une famille? Alors oui, vous savez, l'unité, la cellule de la société, c'est la famille. Et normalement, cet amour, c'est ça qui va un peu être à l'origine de l'union qui va faire la famille et donc l'unité de la société. Parce que autrement, s'il n'y a pas d'amour, on ne va pas se mettre ensemble. Si on ne se met pas ensemble, on ne va pas former une famille. S'il n'y a pas de famille, il n'y a pas de société. Donc l'amour, on peut dire que c'est un sentiment, c'est du ressenti, c'est de l'ordre de l'émotion, mais qui est important pour une personne que dans le but de pouvoir former une famille et donc de former la société qui est importante. Oui, vous êtes psychiatre. Est-ce qu'il vous est arrivé dans le cadre de vos consultations de recevoir en fait des patients qui présentent des troubles liés à la vie de couple, liés au mariage? Oui, je suis psychiatre. J'ai fait une formation, j'ai eu l'occasion de faire une formation en thérapie familiale et systémique, donc où on prend en charge les couples. Donc, grâce au travail excellent de notre maître, le professeur Silla, que Dieu ait pitié de son âme, donc qui a fait un excellent, le professeur Omar Silla, qui est décédé, donc qui a fait un travail excellent pour pouvoir installer cette formation au niveau du Sénégal. Donc oui, dans nos activités au quotidien, nous recevons de plus en plus de gens qui ont des problèmes de couple que nous prenons en charge. Et c'est qu'en fait, les troubles présentés par ces différents patients-là, ce sont les causes. Elles sont liées au mariage, elles sont multiformes ou bien elles se ressemblent en fait? Oui, le mariage, c'est l'union. C'est l'union sacrée. Donc c'est l'union sacrée entre deux personnes et qui va lier deux familles
Et donc, le mariage en soi, l'union en soi ne pose pas problème. Ce qui pose le problème le plus souvent, c'est les deux partenaires. Quels sont leurs traits de caractère? C'est-à-dire, comme je dis très souvent, il y a une personne qui est là, qui a grandi avec son histoire de vie, donc qui est née dans une famille, qui a grandi dans une famille avec certaines valeurs, et qui arrive à un certain moment de sa vie, rencontre une autre personne qui a fait un chemin parallèle et qui vont construire ensemble quelque chose. Donc, la première question, c'est: est-ce que les deux traits de caractère, les deux personnes avec les traits de caractère respectifs sont compatibles? S'ils ne sont pas compatibles, certainement, il y aura un problème. Et c'est pourquoi on dit qu'il y a la naissance, la vie et la mort du couple. Donc, parce qu'on présume que tous les couples ne vont pas vivre de façon indéfinie. Et même s'ils vivaient de façon indéfinie, à un moment donné, il y aurait la mort du couple. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de façon très simple, on a deux personnes avec chacun ses propres traits de caractère. Et ces deux personnes doivent conjuguer ensemble pour vivre ensemble. Si ces traits de caractère se compensent, ça peut marcher. Mais si ça ne se compense pas et que les gens vont s'entrechoquer, ça peut poser des problèmes. Donc il faudrait que les gens puissent avoir des traits de caractère qui puissent être compatibles. Oui, mais c'est qu'en fait, vous avez mis l'accent sur les traits de caractère. Mais est-ce que ce sont seulement des traits de caractère qui sont la cause des problèmes dans le couple? Non, c'est-à-dire c'est une union entre deux personnes, mais les traits de caractère ne sont qu'un pan. Il y a aussi tout ce qui entoure. Il y a la société, la famille, parce que quand on prend par exemple la sexualité, les finances, il y a énormément de facteurs. C'est-à-dire les traits de caractère, peut-être c'est ce qui est fondamental. Maintenant, après, ces deux personnes vont vivre ensemble au quotidien avec toutes ces réalités auxquelles ils vont faire face. Vous avez parlé des traits de caractère, ça nous replonge en fait dans la préparation du mariage. Est-ce que ces couples, les jeunes, viennent chez vous par exemple pour des consultations prénuptiales? Jamais. Et je pense que je suis pas très sûr. Hein, je suis musulman, donc, mais je pense que au niveau dans la religion chrétienne, j'ai cru comprendre ou bien entendre quelquefois qu'il y avait une activité de préparation au mariage. Et je pense que ça, c'est fondamental. Je vais prendre deux exemples très simples. La dernière fois, parce que nous, on reçoit les gens la plupart du temps après le mariage parce qu'ils ont divorcé dans des temps records. On voit des divorces qui arrivent après un temps record de mariage. Et ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que ça a clashé. Ils n'arrivent pas à comprendre. Alors qu'en réalité, c'est au moment avant l'union, avant de faire l'union, on voyait déjà des incompatibilités d'une part. Mais d'autre part aussi, on voyait cette forme de sublimation, ce qu'on appelle une sublimation en psychiatrie, où la personne n'essaie même pas de voir la réalité et va voir l'autre partenaire comme quelqu'un de parfait. Et dès qu'on entre dans le mariage, on commence à voir les imperfections et ça irrite. Et il y a la tolérance, il y a énormément de facteurs qui entrent en jeu. J'ai presque envie de dire que chaque cas c'est spécifique. Je vais vous parler des deux cas. Le premier cas, c'est quelqu'un, après un temps record, a cassé son mariage et est tombé, elle était déjà suivie, mais elle est retombée dans la maladie parce que tout simplement son compagnon ne l'a pas accompagné dans la maladie. Au contraire, son compagnon l'a plus plongé dans la maladie, ce qui pose problème. Donc ça, c'est déplorable. L'autre cas, c'est quelqu'un qui vient avant de se marier et qui parle de son projet de mariage alors qu'il est suivi avec ses parents et que quand ils viennent en consultation, on en parle et finalement, on essaie de discuter avec la personne et de lui faire voir les difficultés auxquelles elle pourrait être confrontée au mariage dans la période
dans laquelle elle est et qu'il faudrait différer ce mariage-là. Quelquefois, très souvent, les jeunes sont pressés de se marier, alors qu'il s'agit le fait de différer le mariage de quelques moments et de préparer le ou la partenaire aussi à la notion de maladie mentale, à l'accompagnement et à tout cela, va faire que peut-être le mariage va marcher mieux. Est-ce que en fait, ces conseils que vous donnez à ces patients-là sont suivis à la lettre? Oui, quelquefois sont suivis avec de bons résultats. Mais après aussi, quelquefois, c'est des conseils qui ne sont pas suivis parce que la famille est derrière, la famille veut coûte que coûte marier parce qu'il y a des réalités sociales qui sont là, qui font que, voilà, il faut coûte que coûte qu'on trouve un mari à ma fille, alors que votre fille n'est pas pour l'instant prête pour se marier. Donc, ou bien il faut qu'on trouve une femme à mon garçon, alors que le garçon n'est pas prêt pour se marier. Donc, quelquefois aussi, il y a des pressions du ou de la partenaire qui est pressée de se marier pour des raisons multiples et variées. Donc, c'est vraiment, j'ai envie de dire que chaque cas est spécifique. Et c'est dans le fait de voir le cas, d'en discuter avec les parties prenantes, qui permet de pouvoir trouver des solutions. Et c'est dans ce sens que je dis que le conseil prénuptial est quelque chose qui devrait, à la limite, même être institué, parce que ça permettrait de pouvoir réduire le nombre astronomique de divorces au tribunal, qui vient encombrer le tribunal et les juges. L'année dernière, dans le cadre des actions sanitaires pour l'Africain, il y avait un panel organisé par cette association où il y avait un panel où vous parlez en fait de la baisse des lits en psychiatrie, mais parallèlement à ça, il y avait une augmentation des consultations de psychiatres. Comment vous trouvez ce paradoxe? Oui, mais à la limite, j'ai envie de dire que c'est un paradoxe mondial qui est là, mais qui est beaucoup plus criard dans les pays sous-développés. Parce que la baisse des lits en psychiatrie, c'est partout dans le monde. La diminution du nombre de psychiatres, c'est partout dans le monde. Mais c'est beaucoup plus grave dans nos pays pour deux raisons. La première raison, c'est que les psychiatres que nous formons dans les pays sous-développés, ils ne sont pas pris en charge correctement, ils ne sont pas rémunérés correctement. Et donc, quand ils voient que dans d'autres pays, ils ont une rémunération, un traitement salarial, un traitement social qui est beaucoup mieux, qui est mieux, ils y vont. Donc, ça vient encore gréver le déficit de psychiatres ici. Déficit de psychiatres, donc, qui va venir à l'hôpital, trouver une situation particulière de lits psychiatriques qui sont là, et conjugué à une absence, je dis bien une absence de vision en santé mentale, une politique de santé mentale inexistante ou bien qui n'est pas adaptée, qui va se traduire par une réduction du nombre de lits en psychiatrie, parce que tout simplement, l'État ne prend pas la santé mentale comme une priorité. Aujourd'hui, c'est alarmant et décevant de voir que aujourd'hui, moi, je ne vois pas, en tant que spécialiste de la santé mentale, je ne vois pas de politique de santé mentale. On n'a pas une vision. On est là à soigner des malades au quotidien et dans des conditions même quelquefois qui sont catastrophiques. Il faut avoir le courage de dénoncer le niveau de vétusté et de délabrement des structures psychiatriques qui nous poussent, nous, à exercer la psychiatrie dans des conditions inhumaines. C'est-à-dire, et au cœur de nos villes. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne s'offusque pas, les autorités ne s'offusquent pas de voir le nombre de malades errants dans nos rues. On ne s'offusque pas devant les symptômes de la souffrance des gens. On ne s'offusque pas devant le nombre galopant de personnes qui présentent des troubles psychiatriques, et on veut se développer. C'est pas possible. Aujourd'hui, le stress
constitue un des éléments phares des maladies qui vont avoir un impact financier important du fait du nombre de jours d'absence des personnes qui sont stressées et de leur inefficacité au niveau professionnel. Donc aujourd'hui, si l'État ne prend pas en charge cette question, moi je me demande qu'est-ce que l'État va prendre en charge. Oui, c'est qu'en fait déjà en 2022, on parlait de moins de 40 psychiatres pour le Sénégal, 18 millions d'habitants. Est-ce que les chiffres entre-temps ont évolué? Est-ce qu'il y a une prise en charge sérieuse de cette question de santé mentale? Ce qui a évolué, c'est le nombre de gens qu'on forme et qui partent à l'étranger. On continue à former des psychiatres pour les pays développés. J'ai entendu récemment le cri de cœur du docteur Signaté, qui actuellement qui a été formé ici à Dakar, qui est en Guyane, qui est un réanimateur, qui n'est pas un psychiatre, mais qui a été formé ici, qui a travaillé avec une expérience solide, qui est parti vendre ses talents ailleurs, comme tant d'autres. Aujourd'hui, en Guyane, moi, de tête comme ça, je pense qu'on a 4 ou 5 psychiatres qui ont été formés à Dakar, qui sont en Guyane. Je ne parle même pas de la métropole. Donc, ça veut dire, et je ne parle pas des autres pays, c'est-à-dire aujourd'hui, notre activité favorite, nous, en tant qu'enseignants, nous formons des jeunes psychiatres qui, après l'obtention de leur diplôme, partent en France et on ne peut pas les retenir parce qu'il n'y a pas un traitement salarial, il n'y a pas un traitement social de qualité. Il n'y a même pas de conditions d'exercice dignes. Je dis dignes, même pas pour le malade, mais même pour le médecin. Quand on voit des conditions dans lesquelles nous travaillons dans ce pays, c'est des conditions qui frisent l'indignité. Donc comment est-ce qu'on peut espérer garder des jeunes dans ces conditions-là? Je pense qu'il faut vraiment un sursaut d'orgueil pour pouvoir se dire que ce problème-là doit être pris à charge à bras le corps. Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat pour éviter cette fuite des ressources humaines de la médecine? Alors, permettre déjà, moi je vous donne un exemple très simple. Actuellement, j'ai des chambres qui sont fermées à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte. Ouais. Les portes sont cassées. Okay. Et depuis des mois, les chambres sont inutilisables parce que les portes sont cassées. Mais que c'est le service de maintenance de l'hôpital? C'est ça que je dis. Quand quelquefois on amène des patients, on veut les hospitaliser, mais ils vous disent, mais nous, on ne va pas rester dans des conditions comme ça, parce qu'on ne peut pas offrir des conditions de sanitaire et des conditions d'intimité inférieures parce qu'on veut soigner la personne. Quand on amène quelqu'un dans une institution et qu'on dise oui, qu'on veut l'amener dans une institution pour le soigner et qu'on lui offre des conditions d'indignité, ça ne passe pas. Il y a des gens qui refusent d'être hospitalisés parce qu'ils voient que le service est délabré. Et ça ne fait qu'augmenter la stigmatisation de la psychiatrie. Merci beaucoup, docteur Aboussi. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes psychiatre, enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci beaucoup. C'est la fin de ce décryptage. Merci et à bientôt.